Charles Darwin, l'origine des espèces, épisode 33. Donc ce sera le dernier épisode. Chapitre 14, partie 2. Nous comprenons par exemple pourquoi les merles de l'Amérique méridionale tempérée et tropicale tapissent leurs nids avec de la boue, comme le font nos espèces anglaises. Nous ne devons pas non plus nous étonner, d'après la théorie de la lente acquisition des instincts par la sélection naturelle, que quelques-uns soient imparfaits et sujets à erreur, et que d'autres soient une cause de souffrance pour d'autres animaux. Si les espèces ne sont que des variétés bien tranchées et permanentes, nous pouvons immédiatement comprendre pourquoi leur postérité hybride obéit aux mêmes lois complexes que les descendants dus au croisement entre variétés inreconnues, relativement à la ressemblance avec leurs parents en leur absorption mutuelle à la suite de croisements successifs et sur d'autres points. Cette ressemblance serait bizarre si les espèces étaient le produit d'une création indépendante et que les variétés fussent produites par l'action de causes secondaires. Si l'on admet que les documents géologiques sont très imparfaits, tous les faits qui en découlent viennent à l'appui de la théorie de la descendance avec modification. Les espèces nouvelles ont paru sur la scène lentement et à intervalles successifs. La somme de changements opérés dans les périodes égales est très différente dans les différents groupes. Est très différente dans les différents groupes. L'extinction des espèces et de groupes d'espèces tout entiers, qui a joué un rôle si considérable dans l'histoire du monde organique, est la conséquence inévitable de la sélection naturelle, car les formes anciennes doivent être supplantées par des formes nouvelles et perfectionnées. Lorsque la chaîne régulière des générations est rompue, ni les espèces ni les groupes d'espèces perdus ne reparaissent jamais. La diffusion graduelle des formes dominantes et les lentes modifications de leurs descendants font qu'après de longs intervalles de temps et les formes vivantes paraissent avoir simultanément changé dans le monde entier. Le fait que les restes fossiles de chaque formation présentent dans une certaine mesure des caractères intermédiaires comparativement aux fossiles enfouis dans les formes inférieures et supérieures s'explique tout simplement par la situation intermédiaire qu'ils occupent dans la chaîne généalogique. Ce grand fait que tous les êtres éteints peuvent être groupés dans les mêmes classes que les êtres vivants est la conséquence naturelle de ce que les uns et les autres descendent de parents communs. Comme les espèces ont généralement divergé en caractère dans le long cours de leur descendance et de leur modification, nous pouvons comprendre pourquoi les formes les plus anciennes, c'est-à-dire les ancêtres de chaque groupe, occupent si souvent une position intermédiaire, dans une certaine mesure, entre les groupes actuels. Nous comprenons pourquoi, plus un fossile est ancien, plus souvent il est intermédiaire entre des groupes existants et alliés. On considère les formes nouvelles comme étant, dans leur ensemble, généralement plus élevées dans l'échelle de l'organisation que les formes anciennes. Elles doivent l'être d'ailleurs, car ce sont les formes les plus récentes et les plus perfectionnées qui, dans la lutte pour l'existence, ont dû l'emporter sur les formes plus anciennes et moins parfaites. Leurs organes ont dû aussi se spécialiser davantage pour remplir leurs diverses fonctions. Enfin, la loi remarquable de la longue persistance de formes alliées sur un même continent, des marsupiaux en Australie, des édentés dans l'Amérique méridionale et autres cas analogues, se comprend facilement parce que, dans une même région, les formes existantes doivent être étroitement alliées aux formes éteintes par un lien généalogique. En ce qui concerne la distribution géographique, si l'on admet que dans les cours immenses des temps écoulés, il y a eu de grandes migrations dans les diverses parties du globe, dues à de nombreux changements climatériques et géographiques, ainsi qu'à des moyens nombreux, occasionnels et pour la plupart inconnus de dispersion. La plupart des faits importants de la distribution géographique deviennent intelligibles d'après la théorie de la descendance avec modification. Nous pouvons comprendre que le parallélisme si frappant qui existe entre la distribution des êtres organisés dans l'espace et leur succession géologique dans le temps, car, dans les deux cas, les êtres se rattachent les uns aux autres par le lien de la génération ordinaire, et les moyens de modification ont été les mêmes. Nous comprenons toute la signification de ce fait remarquable, qui a frappé tous les voyageurs, c'est-à-dire que, sur un même continent, dans les conditions les plus diverses, malgré la chaleur ou le froid, sur les montagnes ou dans les plaines, dans les déserts ou dans les marais, la plus grande partie des habitants de chaque grande classe ont entre eux des rapports évidents de parenté. Ils descendent, en effet, des mêmes premiers colons, leurs communs ancêtres. En vertu de ce même principe de migration antérieure, combiné dans la plupart des cas avec celui de la modification, et grâce à l'influence de la période glaciaire, on peut expliquer pourquoi l'on rencontre, sur les montagnes les plus éloignées les unes des autres et dans les zones tempérées de l'hémisphère boréal et de l'hémisphère austral, quelques plantes identiques et beaucoup d'autres étroitement alliées. Nous comprenons de même l'alliance étroite de quelques habitants des mers tempérées des deux hémisphères
qui sont cependant séparées par l'océan tropical tout entier. Bien que deux régions présentent des conditions physiques aussi semblables qu'une même espèce puisse les désirer, nous ne devons pas nous étonner de ce que leurs habitants soient totalement différents, s'ils ont été séparés complètement les uns des autres depuis une très longue période. Le rapport d'organisme à organisme est, en effet, le plus important de tous les rapports, et comme les deux régions ont dû recevoir des colons venant dehors, ou provenant de l'une ou de l'autre, à différentes époques et en proportions différentes, la marge des modifications dans les deux régions a dû inévitablement être différente. Dans l'hypothèse de migration suivie de modifications subséquentes, il devient facile de comprendre pourquoi les îles océaniques ne sont peuplées que par un nombre restreint d'espèces, et pourquoi la plupart de ces espèces sont particulières. Pourquoi on ne trouve pas dans ces îles des espèces appartenant au groupe d'animaux qui ne peuvent pas traverser de larges bras de mer, tels que les grenouilles et les mammifères terrestres? Pourquoi, d'autre part, on rencontre dans des îles très éloignées de tout continent des espèces particulières et nouvelles de chauves-souris, animaux qui peuvent traverser l'océan? Des faits tels que ceux de l'existence de chauves-souris, toutes spéciales dans les îles océaniques, à l'exclusion de tout autre animaux terrestres, sont absolument inexplicables d'après la théorie des créations indépendantes. L'existence d'espèces alliées ou représentatives dans deux régions quelconques implique, d'après la théorie de la descendance avec modification, que les mêmes forces parentes ont autrefois habité les deux régions. Nous trouvons presque invariablement, en effet, que, lorsque deux régions séparées sont habitées par beaucoup d'espèces étroitement alliées, quelques espèces identiques sont encore communes aux deux. Partout où l'on rencontre beaucoup d'espèces étroitement alliées, mais distinctes, on trouve aussi des formes douteuses et des variétés appartenant au même groupe. En règle générale, les habitants de chaque région ont des liens étroits de parenté avec ceux occupant la région qui paraît avoir été la source la plus rapprochée d'où les colons ont pu partir. Nous en trouvons la preuve dans les rapports frappants qu'on remarque entre presque tous les animaux et presque toutes les plantes de l'archipel des Galapagos, de Juan Fernandez et des autres îles américaines, et les formes peuplant le continent américain voisin. Les mêmes relations existent entre les habitants de l'archipel du Cap-Vert et des îles voisines et ceux du continent africain. Or, il faut reconnaître que, d'après la théorie de la création, ces rapports demeurent inexplicables. Nous avons vu que la théorie de la sélection naturelle avec modification, entraînant les extinctions et la divergence des caractères, explique pourquoi tous les êtres organisés passés et présents peuvent se ranger dans un grand système naturel, en groupes subordonnés à d'autres groupes, dans lesquels les groupes éteints s'intercalent souvent entre les groupes récents. Ces mêmes principes nous montrent aussi pourquoi les affinités mutuelles des formes sont, dans chaque classe, si complexes et si indirectes. Pourquoi certains caractères sont plus utiles que d'autres pour la classification. Pourquoi les caractères d'adaptation n'ont presque aucune importance dans ce but, bien qu'indispensables à l'individu. Pourquoi les caractères dérivés de parties rudimentaires, sans utilité pour l'organisme, peuvent souvent avoir une très grande valeur au point de vue de la classification. Pourquoi, enfin, les caractères embryologiques sont ceux qui, sous ce rapport, ont fréquemment le plus de valeur. Les véritables affinités des êtres organisés, au contraire de leur ressemblance d'adaptation, sont les résultats héréditaires de la communauté de descendance. Le système naturel est un arrangement généalogique, où il nous faut découvrir les degrés de différence à l'aide des caractères permanents, quels qu'ils puissent être, et si insignifiante que soit leur importance vitale. La disposition semblable des os de la main humaine, dans l'aile de la chauve-souris, dans la nageoire du marsouin et dans la jambe du cheval, le même nombre de vertèbres dans le cou de la girafe et dans celui de l'éléphant, tous ces faits et un nombre infini d'autres semblables s'expliquent facilement par la théorie de la descendance avec modifications successives, lentes et légères. La similitude de type entre l'aile et la jambe de la chauve-souris, quoique destinée à des usages si différents, entre les mâchoires et les pattes du crabe, entre les pétales, les étamines et les pistils d'une fleur, s'explique également dans une grande mesure par la théorie de la modification graduelle de parties ou d'organes qui, chez l'ancêtre reculé de chacune de ces classes, étaient primitivement semblables. Nous voyons clairement, d'après le principe que les variations successives ne surviennent pas toujours à un âge précoce et ne sont héréditaires qu'à l'âge correspondant, pourquoi les embryons des mammifères, d'oiseaux, de reptiles et de poissons sont si semblables entre eux et si différents des formes adultes. Nous pouvons cesser de nous émerveiller de ce que les embryons d'un mammifère à respiration aérienne ou d'un oiseau aient des fentes branchiales et des artères enlacées, comme chez les poissons, qui doit, à l'aide des branchies bien développées
respirer l'air dissous dans l'eau. Le défaut d'usage, aidé quelquefois par la sélection naturelle, a dû souvent contribuer à réduire des organes devenus inutiles à la suite de changements dans les conditions d'existence ou dans les habitudes. D'après cela, il est aisé de comprendre la signification des organes rudimentaires. Mais le défaut d'usage et la sélection n'agissent ordinairement sur l'individu que lorsqu'il est adulte et appelé à prendre une part directe et complète à la lutte pour l'existence, et non, au contraire, que peu d'action sur un organe dans les premiers temps de la vie. En conséquence, un organe inutile ne paraîtra que peu réduit et à peine rudimentaire pendant le premier âge. Le veau a, par exemple, hérité d'un ancêtre primitif ayant des dents bien développées, des dents qui ne perdent jamais la gencive de la mâchoire supérieure. Or, nous pouvons admettre que les dents ont disparu chez l'animal adulte par suite du défaut d'usage, la sélection naturelle ayant admirablement adapté la langue, le palais et les lèvres à brouter sans leur aide, tandis que chez le jeune veau, les dents n'ont pas été affectées, et, en vertu du principe de l'hérédité à l'âge correspondant, se sont transmises depuis une époque éloignée jusqu'à nos jours. Au point de vue de la création indépendante de chaque être organisé et de chaque organe spécial, comment expliquer l'existence de tous ces organes portant l'empreinte la plus évidente et de la plus complète inutilité, telles par exemple les dents, chez le veau, à l'état embryonnaire, ou les ailes plissées qui recouvrent chez un grand nombre de coléoptères des élytres soudés. On peut dire que la nature s'est efforcée de nous révéler par les organes rudimentaires, ainsi que par les conformations embryologiques et homologues, son plan de modification, que nous nous refusons obstinément à comprendre. Je viens de récapituler les faits et les considérations qui m'ont profondément convaincu que, pendant une longue suite de générations, les espèces se sont modifiées. On peut se demander pourquoi, jusqu'à tout récemment, les naturalistes et les géologues les plus éminents ont toujours repoussé l'idée de la mutualité des espèces. Mutabilité. On ne peut pas affirmer que les êtres organisés à l'état de nature sont soumis à aucune variation. On ne peut pas prouver que la somme des variations réalisées dans le cours des temps soit une quantité limitée. On n'a pas pu et l'on ne peut établir de distinction bien nette entre les espèces et les variétés bien tranchées. On ne peut pas affirmer que les espèces entrecroisées soient invariablement stériles, et les variétés invariablement fécondes, ni que la stérilité soit une qualité spéciale et un signe de création. La croyance à l'immuabilité des espèces était presque inévitable, tant qu'on attribuait à l'histoire du globe qu'une durée fort courte. Et maintenant que nous avons acquis quelques notions du laps du temps écoulé, nous sommes trop prompts à admettre, sans aucune preuve, que les documents géologiques soient assez complets pour nous fournir la démonstration évidente de la mutation des espèces, si cette mutation a réellement eu lieu. Mais la cause principale de notre répugnance naturelle à admettre qu'une espèce ait donné naissance à une autre espèce distincte tient à ce que nous sommes toujours peu disposés à admettre tout grand changement dont nous ne voyons pas les degrés intermédiaires. La difficulté est la même que celle que tant de géologues ont éprouvée lorsque Lyell a démontré le premier que les longues lignes d'escarpement intérieur ainsi que l'excavation des grandes vallées sont le résultat de l'action des vagues côtières. L'esprit ne peut concevoir toute la signification de ces termes, 1 million d'années. Il ne saurait davantage ni additionner ni percevoir les effets complets de beaucoup de variations légères, accumulées pendant un nombre presque infini de générations. Bien que je sois profondément convaincu de la vérité des opinions que j'ai brièvement exposées dans le présent volume, je ne m'attends point à convaincre certains naturalistes, fort expérimentés sans doute, mais qui, depuis longtemps, se sont habitués à envisager une multitude de faits sous un point de vue directement opposé au mien. Il est si facile de cacher notre ignorance sous des expressions telles que plan de création, unité de dessin, etc., et de penser que nous expliquons quand nous ne faisons que répéter un même fait. Celui qui a quelque disposition naturelle à attacher plus d'importance à quelque difficulté non résolue qu'à l'explication d'un certain nombre de faits rejettera certainement ma théorie. Quelques naturalistes doués d'une intelligence ouverte et déjà disposés à mettre en doute l'immutabilité des espèces peuvent être influencés par le contenu de ce volume, mais j'en appelle surtout avec confiance à l'avenir, aux jeunes naturalistes, qui pourront étudier impartialement les deux côtés de la question. Quiconque admet à admettre la mutabilité des espèces rendra de véritables services en exprimant consciencieusement sa conviction, car c'est seulement ainsi que l'on pourra se débarrasser la question de tous les préjugés qui les touchent. Plusieurs naturalistes éminents ont récemment exprimé l'opinion qu'il y a, dans chaque genre, une multitude d'espèces, considérées comme telles, qui ne sont cependant pas de vraies espèces.
tandis qu'il en est d'autres qui sont réels, c'est-à-dire qui ont été créés d'une manière indépendante. C'est là, il me semble, une singulière conclusion. Après avoir reconnu une foule de formes, qu'il considérait tout récemment encore comme des créations spéciales, qui sont encore considérées comme telles par la grande majorité des naturalistes, et qui conséquemment ont tous les caractères extérieurs de véritables espèces, ils admettent que ces formes sont le produit d'une série de variations et ils refusent d'étendre cette manière de voir à d'autres formes un peu différentes. Ils ne prétendent cependant pas pouvoir définir, ou même conjecturer, quelles sont les formes qui ont été créées et quelles sont celles qui sont le produit des lois secondaires. Ils admettent la variabilité comme une vera causa dans un cas, et ils la rejettent arbitrairement dans un autre, sans établir aucune distinction fixe entre les deux. Le jour viendra où l'on pourra signaler ces faits comme un curieux exemple de l'aveuglement résultant d'une opinion préconçue. Ces savants ne semblent pas plus s'étonner d'un acte miraculeux de création que d'une naissance ordinaire. Mais croient-ils réellement qu'à d'innombrables époques de l'histoire de la Terre, certains atomes élémentaires ont reçu l'ordre de se constituer soudain en tissu vivant? Admettent-ils qu'à chaque acte supposé de création, il se soit produit un individu ou plusieurs? Les espèces infiniment nombreuses de plantes et d'animaux ont-elles été créées à l'état de graines, d'ovules ou de parfait développement? Et, dans le cas des mammifères, ont-elles, lors de la création, porté les marques mensongères de la nutrition intra-utérine? Bien que ces naturalistes exigent à juste titre une explication complète de toutes les difficultés de la part de ceux qui croient à la mutabilité des espèces de leur propre côté, ils ignorent totalement le sujet de l'apparition première des espèces, en observant ce qu'ils considèrent comme un silence révérencieux. Jusqu'où, pourra-t-on me demander, poussez-vous votre doctrine de la modification des espèces? C'est là une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que plus les formes que nous considérons sont distinctes, plus les arguments en faveur de la communauté de descendance diminuent et perdent de leur force. Quelques arguments toutefois ont une très grande poids et une haute portée. Tous les membres de classes entières sont reliés les unes aux autres par une chaîne d'affinité, et peuvent tous, d'après un même principe, être classés en groupes subordonnés à d'autres groupes. Les restes fossiles tendent parfois à remplir d'immenses lacunes entre les ordres existants. Les organes à l'état rudimentaire témoignent clairement qu'ils ont existé à un état développé chez un ancêtre primitif, fait qui, dans quelques cas, implique des modifications considérables chez ses descendants. Dans des classes entières, des conformations très variées sont construites sur un même plan, et les embryons très jeunes se ressemblent de très près. Je ne puis donc douter que la théorie de la descendance avec modification ne doive comprendre tous les membres d'une même grande classe ou d'un même règne. Je crois que tous les animaux descendent de 4 ou 5 formes primitives tout au plus, et toutes les plantes d'un nombre égal ou même moindre. L'analogie me conduirait à faire un pas de plus, et je serais disposé à croire que tous les animaux et toutes les plantes descendent d'un prototype unique. Mais l'analogie peut être un guide trompeur. Toutefois, toutes les formes de la vie ont beaucoup de caractères communs. La composition chimique, la structure cellulaire, les lois de croissance. Cette susceptibilité se remarque jusque dans les faits les plus insignifiants. Ainsi, un même poisson affecte souvent de la même manière les plantes et les animaux. Le poison sécrété par la mouche à gale détermine sur l'églantier ou sur le chêne des excroissances monstrueuses. L'analogie me pousse donc à penser que tous les êtres organisés qui ont vécu sur la Terre descendent probablement d'une même forme primordiale dans laquelle la vie a été insufflée à l'origine. Lorsque les opinions exposées dans ce volume sur l'origine des espèces ou bien des vues analogues seront généralement admises, nous pouvons prévoir qu'il s'accomplira dans l'histoire naturelle une révolution importante. Les systématistes pourront continuer leurs travaux comme aujourd'hui, mais ils ne seront plus constamment obsédés du doute quant à la valeur spécifique de telle ou telle forme, circonstance qui, j'en parle par expérience, ne construira pas un mince soulagement. Les disputes éternelles sur la spécificité d'une cinquantaine de ronces britanniques cesseront. Les systématistes n'auront plus qu'à décider, ce qui d'ailleurs ne sera pas toujours facile, si une forme quelconque est assez constante et assez distincte des autres formes pour qu'on puisse la bien définir, et, dans ce cas, si ces différences sont assez importantes pour mériter un nom d'espèce. Ce dernier point deviendra bien plus important à considérer qu'il l'est maintenant, car des différences, quelque légères qu'elles soient,
entre deux formes quelconques qui ne relient aucun degré intermédiaire sont actuellement considérées par les naturalistes comme suffisantes pour justifier leur distinction spécifique. Nous serons plus tard obligés de reconnaître que la seule distinction à établir entre les espèces et les variétés bien tranchées consiste seulement à ce que l'on sait ou que l'on suppose que ces dernières sont actuellement reliées les unes aux autres par des gradations intermédiaires, tandis que les espèces ont dû l'être autrefois. En conséquence, sans négliger de prendre en considération l'existence présente de degrés intermédiaires entre deux formes quelconques, nous serons conduits à peser avec plus de soin l'étendue réelle des différences qui les séparent, et à leur attribuer une plus grande valeur. Il est fort possible que des formes aujourd'hui reconnues comme de simples variétés soient plus tard jugées dignes d'un nom spécifique, comme le coucou et la prime vert. Dans ce cas, le langage scientifique et le langage ordinaire se trouveront d'accord. Bref, nous aurons à traiter l'espèce de la même manière que les naturalistes traitent actuellement les genres, c'est-à-dire que comme de simples combinaisons artificielles inventées pour une plus grande commodité. Cette perspective n'est peut-être pas consolante, mais nous serons au moins débarrassés des vaines recherches auxquelles donne lieu l'explication absolue, encore non trouvée et introuvable, du terme espèce. Les autres branches plus générales de l'histoire naturelle n'en acquerront que plus d'intérêt. Les termes affinité, parenté, communauté, type, paternité, morphologie, caractère d'adaptation, organes rudimentaires et atrophiés, etc., qu'emploient les naturalistes cesseront d'être des métaphores et prendront un sens absolu. Lorsque nous ne regarderons plus un être organisé de la même façon qu'un sauvage contemple un vaisseau, c'est-à-dire comme quelque chose qui dépasse complètement notre intelligence, lorsque nous verrons dans toute production un organisme dont l'histoire est fort ancienne, lorsque nous considérons chaque conformation et chaque instinct compliqué comme le résumé d'une foule de combinaisons toutes avantageuses à leurs possesseurs, de la même façon que toute grande invention mécanique est la résultante du travail, de l'expérience, de la raison et même des erreurs d'un grand nombre d'ouvriers, lorsque nous envisagerons l'être organisé à ce point de vue, combien, et j'en parle par expérience, l'étude de l'histoire naturelle ne gagnerait-elle pas en intérêt? Un champ de recherche immense et à peine foulé sera ouvert sur les causes et les lois des variations, sur la corrélation, sur les effets de l'usage et du défaut d'usage, sur l'action directe des conditions extérieures, et ainsi de suite. L'étude des produits domestiques prendra une immense importance. La formation d'une nouvelle variété par l'homme sera un sujet d'étude plus important et plus intéressant que l'addition d'une espèce de plus à la liste infinie de toutes celles déjà enregistrées. Nos classifications en viendront, autant que la chose sera possible, à être des généalogies. Elles indiqueront alors ce qu'on peut appeler le vrai plan de la création. Les règles de la classification se simplifieront, sans doute, lorsque nous nous proposerons un but défini. Nous ne possédons ni généalogie ni armoiries, et nous avons à découvrir et à retracer les nombreuses lignes divergentes de descendance dans nos généalogies naturelles, à l'aide des caractères de toute nature qui ont été conservés et transmis par une longue hérédité. Les organes rudimentaires témoignent d'une manière infaillible quant à la nature de conformation depuis longtemps perdue. Les espèces ou groupes d'espèces dites aberrantes, qu'on pouvait plaisamment appeler des fossiles vivants, nous aideront à reconstituer l'image des anciennes formes de la vie. L'embryologie nous révélera souvent la conformation obscurcie, dans une certaine mesure, des prototypes de chacune des grandes classes. Lorsque nous serons certains que tous les individus de la même espèce et toutes les espèces étroitement alliées d'un même genre sont, dans les limites d'une époque relativement récente, descendus d'un commun ancêtre et ont émigré d'un berceau unique, lorsque nous connaîtrons mieux aussi les divers moyens de migration, nous pourrons alors, à l'aide des lumières que la géologie nous fournit actuellement et qu'elle continuera à nous fournir sur les changements survenus autrefois dans les climats et dans le niveau des terres, arriver à retracer admirablement les migrations antérieures du monde entier. Déjà maintenant, nous pouvons obtenir quelques notions sur l'ancienne géographie, en comparant les différences des habitants de la mer qui occupent les côtés opposés d'un continent et la nature des diverses populations de ce continent relativement à leurs moyens apparents d'immigration. La noble science de la géologie laisse à désirer par suite de l'extrême pauvreté de ses archives. La croûte terrestre, avec ses restes enfouis, ne doit pas être considérée comme un musée bien rempli, mais comme une maigre collection faite au hasard et à de rares intervalles. On reconnaîtra que l'accumulation de chaque grande formation fossilière a dû dépendre d'un concours exceptionnel de conditions favorables,
et que les lacunes qui correspondent aux intervalles écoulés entre les dépôts des étages successifs ont eu une durée énorme. Mais nous pourrons évaluer leur durée avec quelque certitude en comparant les formes organiques qui ont précédé ces lacunes et celles qui les ont suivies. Il faut être très prudent quand il s'agit d'établir une corrélation de stricte contemporanéité, d'après la seule succession générale des formes de la vie, entre deux formations qui ne referment pas un grand nombre d'espèces identiques. Comme la production et l'extinction des espèces sont la conséquence de causes toujours existantes et agissant lentement, et non pas d'actes miraculeux, de création ou de catastrophe, comme la plus importante des causes des changements organiques est presque indépendante de toute modification, même subite, dans les conditions physiques, car cette cause n'est autre que les rapports mutuels d'organisme à organisme, le perfectionnement de l'un entraînant le perfectionnement ou l'extermination des autres, il en résulte que la somme des modifications organiques appréciables chez les fossiles de formation consécutive peut probablement servir de mesure relative, mais non absolue, du laps de temps écoulé entre le dépôt de chacune d'elles. Toutefois, comme un certain nombre d'espèces réunies en masse pourraient se perpétuer sans changement pendant de longues périodes, tandis que, pendant le même temps, plusieurs de ces espèces venant à émigrer vers de nouvelles régions ont pu se modifier par suite de leur concurrence avec d'autres formes étrangères, nous ne devons pas reposer une confiance trop absolue dans les changements organiques comme mesure du temps écoulé. À chaque période de l'histoire de la Terre, alors que les formes de vie étaient probablement moins nombreuses et plus simples, la vitesse de changement était probablement moindre. Et à l'aube de la vie, lorsqu'existait très peu de formes aux structures très simples, la vitesse du changement devait être extrêmement réduite. Toute l'histoire du monde qui nous est connue, bien que d'une durée presque incommensurable pour nous, n'apparaîtra que comme un simple fragment de temps, comparé aux âges qui se sont écoulés depuis que fut créée la première créature, ancêtre de descendants innombrables, vivants et éteints. J'entrevois dans un avenir éloigné des routes ouvertes à des recherches encore bien plus importantes. La psychologie sera solidement établie sur une nouvelle base, c'est-à-dire sur l'acquisition nécessairement graduelle de toutes les facultés et de toutes les aptitudes mentales, ce qui jettera une vive lumière sur l'origine de l'homme et sur son histoire. Certains auteurs éminents semblent pleinement satisfaits de l'hypothèse que chaque espèce a été créée d'une manière indépendante. À mon avis, il me semble que ce que nous savons des lois imposées à la matière par le Créateur s'accorde mieux avec l'hypothèse que la production et l'extinction des habitants passés et présents du globe sont le résultat de causes secondaires, telles que celles qui déterminent la naissance et la mort de l'individu. Lorsque je considère tous les êtres non plus comme des créations spéciales, mais comme les descendants en ligne directe de quelques êtres qui ont vécu longtemps, avant que les premières couches du système silurien aient été déposées, ils me paraissent anoblis. À en juger d'après le passé, nous pouvons en conclure avec certitude que pas une des espèces actuellement vivantes ne transmettra sa ressemblance intacte à une époque future bien éloignée, et qu'un petit nombre d'entre elles auront seules des descendants dans leur âge futur, car le mode de groupement de tous les êtres organisés nous prouve que, dans chaque genre, le plus grand nombre des espèces, et que toutes les espèces dans beaucoup de genres, n'ont laissé aucun descendant, mais se sont totalement éteintes. Nous pouvons même jeter dans l'avenir un coup d'œil prophétique et prédire que ce sont les espèces les plus communes et les plus répandues, appartenant aux groupes les plus considérables de chaque classe, qui prévaudront ultérieurement et qui procréeront des espèces nouvelles et prépondérantes. Comme toutes les formes actuelles de la vie descendent en ligne directe de celles qui vivaient longtemps avant l'époque silurienne, nous pouvons être certains que la succession régulière des générations n'a jamais été interrompue et qu'aucun cataclysme n'a bouleversé le monde entier. Nous pouvons donc compter avec quelque confiance sur un avenir d'une incalculable longueur. Or, comme la sélection naturelle n'agit que pour le bien de chaque individu, toutes les qualités corporelles et intellectuelles doivent tendre à progresser vers la perfection. Il est intéressant de contempler un rivage luxuriant, tapissé de nombreuses plantes, appartenant à de nombreuses espèces abritant des oiseaux qui chantent dans les buissons, des insectes variés qui voltigent çà et là, des vers qui rampent dans les terres humides. Si l'on songe que ces formes sont admirablement construites, si différemment conformées et dépendantes les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous, ces lois, prises dans leur sens le plus large, sont la loi de croissance et de reproduction, la loi d'hérédité qu'implique presque la loi de reproduction, la loi de variabilité résultant de l'action directe et indirecte des conditions d'existence, d'usage et du défaut d'usage.
La loi de la multiplication des espèces en raison assez élevée pour mener la lutte pour l'existence, qui a pour conséquence la sélection naturelle, laquelle détermine la divergence des caractères et l'extinction des formes moins perfectionnées. Le résultat direct de cette guerre de la nature, qui se traduit par la famine et par la mort, est donc le fait le plus admirable que nous puissions concevoir, à savoir la production des animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses puissances diverses, insufflées primitivement dans un petit nombre de formes, ou même à une seule? Or, tandis que notre plante, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes, sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer, et se développent encore.